Alors bonjour, je me permets donc de vous retrouver pour mon prochain Demain Lab. Donc vous savez que Demain Lab, c'est comment peut-on repenser demain. On prend le temps d'avoir des réflexions aujourd'hui pour avoir un demain meilleur. Et aujourd'hui, j'ai l'opportunité, vraiment la chance d'échanger avec Monsieur Raphaël Cohen, qui est un serial entrepreneur, un professeur, puisque vous avez monté un micro-programme de MBA. Et puis, vous êtes aussi un profondeur, on va dire, d'idées reçues. C'est comme ça que vous vous êtes présenté. J'aimerais que vous vous présentiez un petit peu plus davantage pour qu'on puisse vous connaître et en gros, qui vous êtes, Monsieur Cohen? Bien, bonjour, merci de m'accueillir. C'est un plaisir d'être avec vous. Alors moi, je suis d'abord un chef d'entreprise. Donc j'ai été serial entrepreneur, j'ai été business angel avant que le mot ne soit même inventé. Un beau jour, j'ai été amené à basculer du côté obscur de la force puisque je suis devenu professeur. On m'a demandé de créer le premier cours d'entrepreneuriat de Suisse à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui est l'équivalent du MIT en Suisse, où il y a beaucoup d'inventions très fondamentales qui ont été développées. Et j'ai pris goût à l'enseignement. Et de fil en aiguille, on m'a demandé de mettre sur pied le premier MBA en entrepreneurship de Suisse, peut-être même d'Europe continentale. C'était en 2001. À ce moment-là, j'ai enseigné avec enthousiasme comment créer des entreprises, mais je me suis aussi rendu compte très très peu de temps après que l'intrapreneuriat était une opportunité phénoménale. C'est bien de créer des entreprises, mais il y a beaucoup de personnes qui ne vont pas créer d'entreprise, mais qui sont parfaitement capables d'innover à l'intérieur des organisations. Donc, je me suis fait une spécialité d'enseigner comment intraprendre. Et j'ai créé une activité, à part mes activités académiques, j'ai créé un business de formation exécutive où je vends des programmes de formation à des entreprises. Et c'est là que vient le micro-MBA dont vous faisiez partie, OK, que vous avez parfait. mentionné tout à l'heure, qui vient en complément de la partie académique où il s'agit d'un vrai MBA que j'anime depuis une vingtaine d'années maintenant. Ah oui. Et alors, dans les micro-MBA, les participants sont amenés à identifier des vrais projets innovants et moi, je leur donne les outils pour les réaliser. C'est-à-dire qu'ils doivent non seulement les identifier, ils doivent les analyser, ils doivent les vendre à leur direction et ils doivent les mettre en œuvre. Et ce n'est que quand ils ont fait tout ça qu'ils obtiennent leur diplôme de formation. Sinon, ils échouent lamentablement dans mon programme. Donc, moi, j'ai eu le privilège d'accompagner plus de 280 vrais projets innovants dans ce contexte-là, dans des entreprises. Et j'avoue que j'ai trouvé un plaisir extraordinaire parce qu'en fait, mon rôle, c'est d'aider les porteurs de projets, les gens qui travaillent dans les entreprises, à monter en puissance, montrer de quoi ils sont capables. Et en même temps, les entreprises qui mettent en place les programmes que je leur propose ont un retour sur investissement parce qu'avec chaque groupe de 20 à 30 participants, ils ont entre 4 et 6 vrais projets qu'ils ont concrétisés. Donc, en fait, ils investissent dans de la formation et puis d'un autre côté, ils ont des vrais projets qui rapportent beaucoup plus que le coût de la formation. Donc, en fait, j'ai transformé la formation en centre de profit au lieu que ce soit un centre de coût. Et dans ce contexte, j'ai été amené à avoir tellement de personnes lancer des projets que je me suis rendu compte qu'un des problèmes au sein des organisations, ce n'est pas la capacité d'innover ou la créativité, le problème, c'est le management. Et c'est ce qui m'a amené à réfléchir aux enjeux du leadership et à me rendre compte qu'il y avait quand même des choses à changer. Et c'est cela qui m'a amené à écrire mon dernier livre qui s'appelle « Les leviers de l'engagement », qui parle du leadership équitable et bienveillant. Donc voilà un petit peu mon parcours. Et pourquoi je m'intéresse au leadership? C'était parce que j'ai vu beaucoup trop de personnes qui, d'une part, n'arrivaient pas à innover, et puis j'ai vu beaucoup trop de personnes qui étaient en souffrance. Donc on a un vrai problème. Aujourd'hui, statistiquement, il y a plein d'études qui l'ont montré, il y a un collaborateur sur deux à la louche
qui n'aspirent qu'à une seule chose, c'est de partir. Donc, c'est franchement problématique parce que chaque collaborateur qui s'en va, ça coûte très cher. Donc, voilà un petit peu mon histoire et pourquoi je m'intéresse au leadership. Wow! Et j'aime beaucoup l'orientation justement de l'intrapreneuriat. Parce qu'effectivement, je pense qu'on n'est pas tous, on va dire, une fibre entrepreneur tout seul ou en tout cas à partir des choses. Et en même temps, on peut avoir cette fibre entrepreneur à l'intérieur d'une organisation qui est tout aussi performante et intéressante, je trouve, et qu'on parle un petit peu moins justement de cet intrapreneuriat qui est possible. Tout à fait, parce que l'entrepreneuriat, c'est de venir avec une idée et de la mener jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'elle soit concrétisée. Et en fait, moi, j'ai plein de personnes qui sont passées par mes programmes qui ont créé leur job. Et ça, c'est un énorme privilège. Comme un entrepreneur crée son job et le job pour d'autres personnes, un intrapreneur va créer son job et aussi entraîner d'autres personnes avec lui ou elle pour faire ce qui le stimule, ce qu'il, elle, ou a envie de faire. Wow! J'aime vraiment cette orientation-là. Puis j'aime aussi le fait d'avoir ce leadership bienveillant puis responsable. On pourra en reparler effectivement de cette orientation-là. J'ai ma fameuse question que je pose à tout le monde dans mon Demain Lab parce que j'ai vraiment un souci d'aller dans l'intention, comment on peut repenser notre monde. Et puis, ma fameuse question, c'est comment peut-on rêver demain avec ce qui nous arrive en ce moment, avec ce qu'on voit, cette crise qui est une crise, on dit sanitaire, économique, quand on y met plein de mots là-dedans. Puis moi, j'aimerais savoir avec vous, comment peut-on rêver demain finalement? Alors écoutez, je crois que je vais vous décevoir. Parce que moi, je ne vais pas vous parler de comment rêver demain, je vais vous parler de comment on fait déjà les choses aujourd'hui pour que demain soit meilleur. Voilà, alors j'aime ça. Alors, donc, moi, comme je vous l'ai dit, je stimule et j'encourage l'intrapreneuriat. Eh bien, moi, je rêve que demain, l'intrapreneuriat devienne une norme standard, c'est-à-dire que ça soit la chose que tout le monde fait. Mais évidemment, il faut mettre en place les bons outils. Et moi, j'ai eu le privilège de le faire dans des entreprises comme Nestlé, des banques, des hôpitaux, la Poste française, Airbus, etc. Et ça veut simplement dire que c'est possible. Donc ça, c'est un premier rêve. Moi, je vais vous donner plusieurs rêves. Oui, j'aime ça. Oui, allez-y. Voilà. Le deuxième rêve, c'est que les gens aient envie d'aller au travail. C'est-à-dire qu'ils ne le vivent pas comme une contrainte, mais qu'ils le vivent parce que c'est une opportunité d'être bien dans cet endroit. Finalement, on passe presque plus de temps au travail qu'à la maison et je trouve très dommage que beaucoup trop de personnes soient en souffrance. On parle de burn-out, on parle de bore-out, on parle de brown-out. Ça fait beaucoup de choses qui sont franchement pas très, très sexy. Et je me suis posé la question, au fond, qu'est-ce qui fait que les gens sont en souffrance? Qu'est-ce qui fait que les gens n'osent pas être force de proposition ou que quand ils le sont, on les casse? Et je suis arrivé à la conclusion que c'est très vraisemblablement parce qu'il y a un certain nombre de conditions qui ne sont pas remplies. La première, c'est que les gens doivent se sentir en sécurité psychologique. Quand les gens vivent avec la peur, eh bien, ça signifie qu'il y a un sérieux problème. On ne peut pas être bien et épanoui quand on vit avec la peur. Or, la peur est malheureusement au rendez-vous dans énormément d'entreprises où les gens ont peur des abus de pouvoir de leur chef, ils ont peur du favoritisme, ils ont peur des magouilles, ils ont peur de beaucoup de choses, ils ont peur des sanctions, des représailles, en fait, qui sont une forme d'abus de pouvoir, etc. Et je me suis posé la question, au fond, qu'est-ce qu'on pourrait changer pour que ça soit différent? Et c'est pour ça que je parle de leadership équitable et bienveillant. Parce que, je vous ai dit tout à l'heure que mon livre s'appelait « Les leviers de l'engagement ». Quand on parle d'équité et de bienveillance, les gens trouvent ça sympathique. Mais ceux qui trouvent ça sympathique sont ceux qui sont en bas de l'échelle. Ceux qui sont en haut de l'échelle me disent « Raphaël, tu es gentil, mais franchement, nous, on sera équitable et bienveillant plus tard, parce que là,
Pour l'instant, on est là pour gagner du pognon. On a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Hein. Donc, quand on sera devenu riche, on deviendra équitable et bienveillant. Mais en attendant, on veut devenir riche. D'accord? Donc, on n'a pas le temps d'être dans cette dimension-là. Ouais. Et alors là, je me suis dit, au fond, il faut qu'on leur parle un langage qu'ils comprennent. Okay. Le langage, c'est simplement que des collaborateurs engagés travaillent mieux que ceux qui ne le sont pas. C'est une évidence. Et la seule chose, c'est que quand on mesure la performance, si elle a été produite par des gens qui ne sont pas engagés, ça voudrait dire que s'ils l'étaient, la performance serait plus élevée. C'est donc le résultat financier aussi. D'ailleurs, ça a été mesuré. Il y a des études qui ont montré que des collaborateurs engagés améliorent la productivité et les profits à concurrence de 35%. Donc, c'est énorme. C'est énorme. Voilà. Donc, la question, si vous voulez avoir des collaborateurs engagés, que faut-il faire? Pouvez-vous espérer que vos collaborateurs sont engagés s'ils ne sont pas traités avec équité? Et la réponse est évidemment non. Donc, ça veut dire que l'équité est un prérequis pour que les gens soient engagés. Et de la même manière, on ne peut pas leur demander d'être engagés s'ils ont le sentiment qu'on ne les traite pas avec bienveillance. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut et l'équité et la bienveillance pour espérer que les collaborateurs soient engagés. Donc, ça, c'est pas évident, l'équité, parce que la notion, souvent, les gens vont confondre équité et égalité. Vous avez tout à fait raison de souligner, parce qu'effectivement, ce sont deux choses tout à fait différentes. Et alors bon, on est limité un peu dans le temps, je ne vais malheureusement pas entrer en matière sur cette thématique, mais elle est abondamment traitée et développée dans mon livre, pour ceux que le sujet intéresse. Et ça m'a amené à beaucoup réfléchir aux questions de gouvernance. Comment fait-on respecter l'équité au sein des organisations? Et ce qui veut dire comment empêche-t-on les abus de pouvoir? Comment empêche-t-on toutes ces choses qui rendent la vie des gens malheureuses et tristes? Donc, moi, mon rêve, puisque c'était la question initiale, c'est que les gens puissent travailler dans un environnement où ils se sentent en sécurité psychologique. Et pour avoir la sécurité psychologique, il faut qu'ils soient traités avec équité et bienveillance. Et il faut aussi que la gouvernance de l'organisation se prête ou assure cette sécurité psychologique. Oui. Donc, là, il y a un certain travail pour changer la manière dont les organisations sont structurées. Okay. Donc, moi, je dis simplement la chose suivante. Quand on mesure le niveau d'engagement des collaborateurs, on sait in fine s'ils sont bien traités ou pas. Parce que s'ils ne sont pas engagés, c'est qu'il y a un problème quelque part dans le système. S'ils sont engagés, ça veut dire qu'on a réussi à leur donner l'envie et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Donc, il suffit de mesurer le niveau d'engagement pour savoir s'ils sont bien traités. Et est-ce que vous proposez une façon de mesurer l'engagement? Avez-vous Alors, absolument, absolument. Okay. Moi, j'ai développé un petit outil extrêmement simple, il est d'ailleurs gratuit, qui est c'est un site web qui s'appelle Easy Mirror, mais avec un Z, E-A-Z-Y, mirror.com, où on peut aller poser quelques questions, mettre la liste des personnes que l'on veut interroger, et ces personnes vont répondre de manière totalement anonyme et protégée. Et les questions, ça sera à quel point votre manager vous donne envie de vous investir. À quel point vous recommandez votre manager, ou bien encore à quel point vous voulez continuer à être dirigé par votre manager. Wow. Donc, avec 2 ou 3 questions de ce type-là, ou même 4 ou 5, vous pouvez vous faire une très très bonne idée du niveau d'engagement que suscite le N+1. Alors, j'ouvre une petite parenthèse, parce que quand on parle d'engagement, il y a 4 catégories d'engagement. Il y en a 2 sur lesquelles on a peu d'influence. Le premier, c'est la motivation intrinsèque. Le deuxième, c'est l'engagement pour la cause. Par exemple, la cause, moi, c'est l'enseignement, donc je suis engagé de facto. Et puis, il y a 2 autres types d'engagement qui sont, eux, influençables. Parce qu'on ne peut pas tellement influencer la motivation intrinsèque des gens, on ne peut pas influencer la cause. La cause, elle est ce qu'elle est. Les 2 autres sur lesquels que l'on peut influencer sont l'engagement suscité par l'entreprise, la fierté de travailler pour l'Université de Genève, comme c'est mon cas,
temps partiel, ben, j'aime l'Université de Genève, elle me traite bien, je suis engagé, pas de problème. Et puis, il y a un quatrième niveau d'engagement, et c'est celui-là qui m'intéresse, c'est le niveau d'engagement qui est suscité par mon N+1. Parce que si j'ai une motivation intrinsèque, j'aime la cause, j'aime enseigner, j'aime l'entreprise, mais j'ai un chef qui est franchement désagréable, eh bien, je vais évidemment me mettre en retrait et mon niveau d'engagement sera minimal. Je l'ai vécu à une certaine époque, je ne vous dirai pas quand, comme ça, on ne peut pas savoir. je ne dois pas donner de nom. Et ce qui s'est passé pendant cette période, c'est que j'ai fait le minimum. Ouais. Et au moment où l'institution s'est rendue compte qu'il y avait effectivement une erreur de casting et qu'ils ont remplacé cette personne par une qui était très bien, toute mon énergie est revenue et la machine s'est remise en route. Et mon niveau d'engagement a explosé et je suis redevenu force de proposition et tout a changé. Et ce niveau d'engagement qui est suscité par le N+1, des chercheurs ont mis en évidence qu'il représente jusqu'à 70% de l'engagement total. Alors, je ne sais pas comment vous dites au Canada, mais en Suisse, on dit 70%. Non, on dit 70%. Voilà, donc je joue sur tous les registres. Et ça veut dire que c'est énorme. Oui. Et donc, moi, je m'intéresse à ce niveau d'engagement. Et c'est celui-là que j'aime mesurer. Et je propose un certain nombre de questions, mais l'intérêt de EasyMirror, c'est que c'est un outil qui permet de mettre ses propres questions comme dans un doodle. Et il n'y a pas besoin d'acheter une licence, on y va direct, on pose des questions qui nous semblent pertinentes et on peut lancer le sondage. C'est extrêmement simple à réaliser. Et moi, mon rêve, c'est que chaque manager reçoit son score d'engagement qui est l'expression de l'opinion des autres. Parce qu'on s'est amusé à mesurer en Suisse romande le niveau d'engagement que les cadres suscitent pendant et avant la pandémie. Okay. On l'a fait l'année dernière. Et il a été très intéressant de constater qu'il n'y avait en Suisse romande que 20% des gens qui étaient réellement engagés. Ça veut dire qu'il y a 80% de la population qui pourrait être plus engagée. Donc, c'est un réservoir de productivité absolument phénoménal, mais qui n'est pas exploité. Maintenant, quand on demande aux managers eux-mêmes, on s'est aussi amusé à faire cet exercice avec l'Université de Genève, quand on demande aux managers à quel point eux pensent susciter de l'engagement, eh bien, ils sont là alors que la réalité, elle est là. C'est ça, ouais. C'est comme quand on demande à un conducteur, est-ce que vous conduisiez mieux que les autres chauffeurs de voiture? La plupart des gens vous disent oui, mais en fait, ce n'est pas logique. Tout le monde ne peut pas être meilleur que tous les autres, donc c'est impossible. Donc, les gens ont une perception de leurs propres compétences qui est largement surévaluée par rapport à la entre guillemets, triste réalité. Donc, est-ce que EasyMirror est capable de montrer cette différence-là? Est-ce que vous avez un questionnaire ou c'est un autre questionnaire que vous avez utilisé avec les managers? On a fait un autre questionnaire. On pourrait, je veux dire, l'outil permet de faire les deux. OK, d'accord. Parce qu'on peut définir les questions qu'on veut poser. Okay. Il se trouve que quand on a fait une enquête à l'échelle de celle de l'Université de Genève en Suisse romande, on a utilisé un autre outil qui était plus adéquat pour ce genre de choses. D'accord. Mais EasyMirror permet de définir les questions et vous les posez à qui vous voulez. Donc, ça marche dans tous les sens. Donc, à partir du moment où chaque manager reçoit son score d'engagement, l'engagement que lui-même ou elle-même suscite, eh bien, à ce moment-là, on vérifie que le manager fait ce qui est attendu de lui ou elle. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'on doit attendre d'un cadre, c'est d'encadrer et de maximiser le niveau d'engagement. Donc, plutôt que de se focaliser sur comment il le fait, on vérifie le résultat. Et on dit au manager, c'est ton job à toi de trouver la bonne recette pour obtenir de l'engagement. Nous, on se contente de mesurer le résultat. Et le dispositif que je préconise, qui marche vraiment très, très bien, c'est que quand on a mesuré le niveau d'engagement, il n'y a que le manager qui reçoit son score. Ah, c'est bon ça, ouais. Mais on lui dit, au bout d'une certaine période, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, mettons 2 ans, au bout de 2 ans, ton futur score deviendra partagé.
Donc aujourd'hui, tu le reçois et tu es le seul à le connaître. Et c'est à toi de décider si tu en es satisfait ou si tu veux faire quelque chose pour l'améliorer. Et à ce moment-là, c'est la responsabilité du manager de faire ou de ne pas faire. Et il peut faire en allant voir les RH pour demander de la formation, un coaching, ou toutes sortes d'autres choses qui peuvent l'aider à améliorer son score d'engagement. Donc, il a 2 ans ou 3 ans, enfin, selon ce qui est décidé, pour améliorer son score d'engagement. Et ça veut dire que les gens doivent assumer leur rôle qui est qu'un cadre doit susciter de l'engagement. On les attend au tournant dans 2 un ans an. après. Ouais, OK. Voilà. Est-ce que c'est là aussi où vous dites, vous appuyez le fait de développer son leadership équitable et bienveillant dans si tu décides de faire quelque chose, monte en compétence dans ce style de leadership-là? Alors, il n'y a pas une recette miracle pour obtenir de l'engagement. Mon livre explique qu'il y a 54 leviers. Okay. Et c'est à chaque cadre de trouver la recette avec les leviers qui lui conviennent plus ou moins bien en fonction de sa personnalité, de son activité, etc. Ouais. Donc, il n'y a pas de recette passe-partout. Donc, si un cadre a un score d'engagement qui ne lui convient pas, la recommandation, c'est essaye de comprendre qu'est-ce qui va te permettre d'obtenir de l'engagement, quels sont les leviers, et ensuite, à toi de jouer. Donc, moi, effectivement, j'anime un cours sur les leviers de l'engagement. Ouais. C'est pour aider les personnes qui veulent améliorer leur score d'engagement. Et alors maintenant, pour aller jusqu'au bout du raisonnement, puisque votre question, c'était de quoi vous rêvez? Eh bien, moi, je rêve. Là, je fantasme parce qu'on n'en est pas encore là. On y va. Je fantasme que quand un collaborateur va rejoindre une équipe ou se présente pour un poste, il demande au manager, mais votre score d'engagement, c'est quoi? C'est-à-dire, à quelle sauce vous mangez vos collaborateurs? Donnez-moi envie de venir travailler pour vous. Et ça, parce qu'au moment où le score d'engagement est partagé, au bout de la période probatoire de 1, 2 ou 3 ans, le score est partagé. Il peut être partagé soit juste avec la direction, mais il pourrait aussi être partagé avec toute l'entreprise si on veut être transparent. Et il n'y a pas de raison d'avoir honte de son score d'engagement parce qu'on est payé pour ça. C'est notre job en tant que cadre. Donc, moi, je vous garantis que quand on va mesurer le score d'engagement, les managers vont faire beaucoup plus attention à la manière dont ils traitent leurs collaborateurs. Et le rêve, ça serait qu'on puisse, quand on est candidat pour un poste, savoir à qui on va avoir affaire, plutôt que de le découvrir douloureusement par la suite. Et je pense que si on met en place un dispositif comme celui-ci, je vous garantis que la qualité de vie dans le travail sera complètement différente de ce qu'elle est pour bien des gens aujourd'hui. Il y a bien sûr des entreprises où les gens sont très bien traités, mais il y en a beaucoup où il y a encore un bout de chemin. Mais comme les cadres n'ont pas d'éléments de mesure qui les aident à vérifier qu'ils obtiennent de l'engagement, eh bien, ils peuvent s'offrir le luxe de ne pas se préoccuper de cette question. Donc voilà mon fantasme. Et j'aime ça aussi. Il y a dans cet aspect-là de pouvoir travailler sur sa qualité d'engagement, on va dire, il y a toute la réflexion aussi avec la haute direction de laisser le temps de se développer et de monter en compétences. Et ça, c'est important aussi. Et c'est là où je rejoins votre idée de gouvernance, de voir comment je pense le temps que je laisse à cette montée en conscience et compétence, je dirais. Alors, vous avez tout à fait raison, c'est pour ça que je me suis beaucoup intéressé à la gouvernance. Et dans mon cours, j'enseigne non seulement des principes de gouvernance et des méthodes de gouvernance qui permettent de parvenir à ce que je vous ai décrit, mais j'enseigne aussi des outils que chaque manager peut mettre en place à son échelle pour obtenir un meilleur niveau d'engagement de ses équipes. Parce que c'est bien de prêcher le leadership équitable et bienveillant, mais c'est encore mieux quand il y a des outils pour le vivre. Et ce que beaucoup de personnes me disent quand ils viennent assister à ces cours, c'est, mais au fond, si vous avez mis des mots, vous avez mis une structure qui m'aide à anticiper mon avenir différent, à voir mon avenir différemment. Et pour moi, quand j'entends ça, ça veut dire que c'est mission accomplie parce que j'ai ouvert des possibles
des possibilités plutôt à des personnes qui ne les soupçonnaient pas. Donc, au lieu qu'eux réinventent la roue, notre rôle de formateur, c'est d'ouvrir leur chakra professionnel et de leur donner des perspectives de développement. Et effectivement, les entreprises ont un rôle à jouer pour stimuler, encourager le développement des compétences de leadership et managériales. Et j'aime vraiment. Et ce que je retiens effectivement donc de votre rêve, c'est toute la capacité d'engagement. Puis ça rejoint un peu les questionnaires que Gallup fait aussi. Hein, ils ont fait plusieurs questionnaires sur l'engagement dans le monde. Et ça, c'est vraiment intéressant, cet aspect-là. Donc, je retiens quand on est engagé dans une organisation, il y a différents engagements. Et le fait d'être engagé dans une organisation, obligatoirement, il va y avoir aussi un impact sur le bien-être. Donc, ça aussi. Donc, le fait d'être bien, puis je pense que tout le monde veut être bien. Hein, ça, c'est comme c'est une vérité de la palisse. Et en même temps, c'est ça. Ce qu'on voit aussi en ce moment, c'est que je veux être bien, mais je ne le suis pas. C'est ça aussi. Donc, c'est ce gap-là qu'on voit. Donc, ce que vous proposez, c'est justement de travailler sur l'engagement, travailler sur un leadership bienveillant et équitable. J'aime la notion, tout à l'heure, j'avais dit responsable, et j'aime la notion de équitable. Donc, il y a tout cet aspect-là. Donc, il y a aussi de revoir la gouvernance. Donc, vraiment de travailler sur les entreprises et pas juste, parce que ce qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est on travaille beaucoup sur l'entrepreneur. Et j'aime le fait de travailler sur l'intrapreneur à l'intérieur des organisations parce que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, en tout cas à partir, c'est qu'on peut être entrepreneur dans une organisation. J'aime cette idée-là et d'accompagner avec des outils pour que dire c'est possible, c'est faisable. Alors, tout à fait. Maintenant, je me permets juste de corriger une petite chose, Oui. pas corriger, d'expliquer une petite chose que vous avez mentionnée. Vous avez parlé de Gallup. Alors, Gallup fait des sondages pour mesurer l'engagement, mais en réalité, il mesure les moyens d'obtenir de l'engagement. Ça veut dire que le type de question, c'est est-ce que votre manager vous écoute? Est-ce que votre manager vous donne assez d'autonomie? Etc. Et sur la base de ces réponses, ils déduisent que vraisemblablement, peut-être, il y aura de l'engagement. Et ça, en fait, c'est une mesure des moyens. Moi, ce que je préfère mesurer, c'est le résultat, sans me préoccuper des moyens. Parce qu'on peut donner de l'autonomie à quelqu'un, on peut l'écouter, mais si on n'est pas équitable, il n'y aura pas d'engagement. Donc, il ne suffit pas de mesurer certains paramètres en ignorant d'autres paramètres pour savoir s'il va y avoir de l'engagement. Donc, moi, je préfère dire je mesure le résultat, est-ce que vous êtes engagé ou pas, est-ce que vous recommandez votre manager ou pas, et puis ensuite, selon le score, on va se poser la question de savoir, mais comment se fait-il que ce score soit aussi bas? Et après, on peut commencer à faire un diagnostic. Donc, Gallup, il est plutôt dans le diagnostic, donc c'est très intéressant. Mais comme ils ont un petit nombre de questions, il est difficile d'avoir un diagnostic très précis et de s'assurer qu'on a couvert tous les spectres, enfin le spectre total de tous les paramètres qui peuvent influencer l'engagement. Donc, je pense que c'est intéressant de faire cette nuance. Ben, voilà. Merci de l'avoir précisé parce que justement, ça donne une différence entre le test que vous proposez, donc Easy Mirror, puis justement que tout le monde, parce que c'est quand même assez connu, là, le sondage de Gallup, là, de le préciser. Donc, j'aime cette information-là. Mais écoutez, moi, ce que je pense et ce que je retiens, c'est que demain, ben, misons sur l'engagement. C'est vraiment ça qui a quelque chose. Si on peut rêver demain, là, rêver sur l'engagement et j'aime vraiment l'idée parce qu'en plus, c'est comment je vais accompagner. On travaille sur le manager, puis ici au Québec, on parle de gestionnaire. Donc, comment on va travailler avec le gestionnaire, puis comment le gestionnaire peut lui aussi avoir le pouvoir de travailler sur l'engagement. Et je l'aime beaucoup, cette idée-là. Alors, demain, c'est l'engagement. Alors, tout à fait. Je veux me permettre encore un dernier mot parce qu'on a parlé de Gallup, mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui ont des enquêtes d'engagement internes. Oui. Mais en réalité, et je le dis parce que c'est important d'en être conscient, ces enquêtes sont des enquêtes de diagnostic qui correspondent à la même chose que Gallup. C'est-à-dire qu'on déduit le niveau d'engagement, ça s'appelle des enquêtes d'engagement, mais en réalité, ce sont des enquêtes de climat. On vérifie quel est le climat de l'entreprise et on vérifie si on fait un certain nombre de choses correctement ou pas.
Mais ça ne dit pas, in fine, si les collaborateurs sont réellement engagés ou pas, en plus de toute une série d'autres biais qui font que les gens ne répondent pas tout à fait spontanément ou avec honnêteté à ce genre d'enquête de climat qui ont 50 ou 80 questions. Parce que, donc, j'attire juste l'attention qu'il faut vraiment distinguer les moyens mis en œuvre qui sont analysés, évalués par une enquête de climat qui est très utile du résultat final qui est une autre question. Et selon les questions qu'on pose, on obtient un autre type d'information. Voilà. Donc, quand on parle d'engagement, il faut savoir qu'est-ce qu'on mesure et être spécifique. Et là, merci. Je vous remercie de la précision parce que là, maintenant, ça va être explicite et les gens vont le saisir. Donc, parfait. Merci beaucoup et j'espère justement qu'on va arriver parce que là, vous avez donné le rêve et vous avez donné les moyens et on peut même aller plus loin puisque vous dites que vous avez plein d'outils à la fois dans vos formations et dans votre livre. Donc, il y a encore plein d'autres outils que les gens peuvent utiliser pour arriver finalement à ce beau rêve qui est l'engagement. Donc, merci beaucoup, M. Cohen, vraiment, j'apprécie. Merci à vous et merci pour cette invitation. J'ai vraiment eu beaucoup de plaisir à avoir cet échange avec vous. Écoutez, le plaisir fut partagé. Merci.